moi je considère que les sujets franco-allemands sont cruciaux à Strasbourg. C'est-à-dire qu'au fond, la question est, veut-on faire avec les Allemands ou sans les Allemands? Et que jusqu'à présent, on a beaucoup fait sans les Allemands, alors qu'on aurait intérêt peut-être à faire avec les Allemands. Quand je dis on a fait sans les Allemands, j'étais aujourd'hui à Kehl. Et j'ai enquêté, si on veut, sur les apprentis binationaux, les apprentis transfrontaliers. C'est très très compliqué, et c'est la première année qu'on fait des efforts réels pour essayer de les mettre en place. On a décidé de les mettre en place, et donc il y en a environ 70 qui existent et qui sont apprentis français dans une entreprise allemande. Et ça fonctionne parce que le conseil régional a décidé de payer la différence entre ce que ça coûterait normalement en Allemagne et ce que ça coûte en pratique en Allemagne. Donc on a fait en sorte d'y mettre les moyens pour que ça démarre vraiment. Et ça démarre tout doucement. Mais du coup, quand vous rencontrez les gens qui s'occupent de ça, ils vous expliquent qu'ils n'ont jamais rencontré leurs homologues français, qu'ils n'ont jamais été en contact avec les responsables de la même chose qu'eux. Enfin, on a une étrange ignorance réciproque qui est assez générale dans le domaine de l'apprentissage, mais aussi dans tous les autres domaines. Eh bien, au moment où on a fait le Conseil rhénan, et au moment où on a commencé à discuter avec nos voisins allemands et suisses des questions importantes, il y a des sujets qui ont été mis tabous, qu'on n'a pas traités. C'est-à-dire qu'on a fait exprès de ne pas traiter parce que, de toute façon, dans ces domaines, on allait se fâcher. Et donc, la Oberrhein-Höflichkeit a fonctionné à plein. Et au lieu de faire de la Höflichkeit, on aurait mieux fait de faire des vrais discours. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut pour changer par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, il faut appeler un chat et faire en sorte que la planification entre nos voisins allemands de l'Eurodistrict et la CUS, au minimum, soit quelque chose de mis en commun. C'est-à-dire qu'on se mette à se poser les vraies questions. Est-ce que nous, au niveau de la CUS, nous aurons 50 000 habitants en plus? Où est-ce qu'on va les mettre? Comment on va faire se développer les 2500 Français qui habitent à Kehl? Comment est-ce que le bilinguisme va fonctionner? Comment est-ce que les Allemands vont se développer pour apprendre le français? J'ai découvert que le kindergarten qu'on est en train de construire ne peut pas ouvrir, tenez-vous bien, parce qu'on n'a pas trouvé de maîtresse d'école de kindergarten qui comprenne le français. C'est-à-dire il faut qu'il y ait une maîtresse qui parle français, une maîtresse qui parle alsacien ou allemand, mais il faut qu'elle comprenne celle qui parle allemand, il faut qu'elle comprenne le français. Il n'en trouve aucune qui soit capable de comprendre le français. Et donc, du coup, ça n'ouvrira pas. Alors, on marche sur la tête, c'est-à-dire planification commune, ça prendra du temps, ça sera compliqué, mais ça posera les vraies questions. ZAC des deux rives, c'est pas juste un projet français qui va au Finistère de la France, le Rhin étant le bout du monde, et puis après, on ne sait plus, c'est le no man's land, c'est le début de l'Orient. C'est pas ça. Il faut que nous ayons avec nos voisins allemands un dialogue serré sur vraiment quels sont leurs projets, leurs ambitions, leur évolution de la population. Comment organisons-nous la mise à niveau nécessaire en allemand dans les entreprises allemandes? Ils veulent prendre plus d'apprentis que nécessaire parce qu'ils savent qu'ils ne resteront pas tous. Toutes ces questions, elles sont complètement occultées et elles n'ont jamais été traitées jusqu'à présent. L'Eurodistrict et la CUS, c'est quelque chose qui doit remettre en question les erreurs fondamentales dans lesquelles nous sommes partis pour ne pas faire l'harmonisation nécessaire. Il faut que les questions de bilinguisme soient traitées, il faut que les questions d'hôpital soient traitées, il faut que les questions de planification soient traitées, il faut que les questions portuaires soient traitées. Aujourd'hui, chacun a un membre du conseil d'administration de l'un chez l'autre. Il faut qu'il y ait sur ces questions un dialogue franc et massif. Il faut qu'on travaille avec les Allemands. Ils ont besoin de nous pour un tas de choses, nous avons besoin d'eux pour un tas de choses. Osons le dire et faisons ce travail qui va nous prendre du temps, mais sur lequel, je crois, on a à construire quelque chose. Alors on a à construire quelque chose sur le franco-allemand, mais on a aussi à construire quelque chose sur l'Europe. C'est-à-dire que cette construction franco-allemande est un peu notre apport à la construction européenne. Et si nous avons des ambitions pour le Parlement européen, si nous avons des ambitions pour d'autres institutions à Strasbourg, c'est pas plus mal non plus que nous sachions les faire partager par nos voisins allemands.
Sur le lieu d'Europe, moi je me souviens d'avoir utilisé mes crédits de la réserve parlementaire pour faire le premier petit centre d'information sur l'Europe en face de là où était le conseil régional jadis. Et c'était de bon cœur. C'était le C2IE. C'était le C2IE. Moi je suis évidemment un frustré total parce que résumer la présence à Strasbourg d'institutions européennes aussi puissantes que celles qu'on a par un petit lieu qui est sympathique, qui est bien placé, mais qui n'a pas vocation à recevoir les milliers de visiteurs qui peuvent venir à Strasbourg, il y a un problème dont il faut trouver la solution, il faut y mettre les moyens, c'est sûr. Il y a toute une panoplie de mesures à mettre en œuvre. C'est-à-dire, si on était vraiment capitale, si on avait vraiment la mentalité d'une capitale, c'est-à-dire, je veux dire, j'ai suffisamment vécu à Paris ou avec les Parisiens pour me rendre compte que quand il y a un débat fort à l'Assemblée ou au Sénat, ben ce débat, il percute dans la bonne société parisienne et dans les journaux, et tout le monde prend parti pour le débat. Et au fond, le débat devient populaire. Ça se produit jamais à Strasbourg. Moi, ce que je voudrais, c'est que les débats au Parlement européen soient relayés. Et donc, il faut que la presse et les médias soient capables de relayer ce qui se passe au Parlement européen, au Conseil de l'Europe. Lorsque François a lancé le Forum mondial de la démocratie, c'est absolument considérable. Si ça avait été à Washington, la terre en tremblerait. Il n'y a pas à Strasbourg un musée des civilisations rhénanes. C'est-à-dire l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire de la civilisation rhénane. À Strasbourg, on a toute l'histoire humaniste et réformatrice qui est là et qu'on ne montre pas. Il n'y a même pas un panneau. Et bien, tout ça, c'est à construire. C'est cette construction identité forte, ancienne. C'est cette histoire-là qu'il faut montrer. Mais on souhaite mettre en place un parcours européen à Strasbourg. Mais dites-moi, revenez sur cette deuxième phase. La deuxième phase de du lieu d'Europe. Où souhaitez-vous positionner la deuxième phase du lieu d'Europe? Oui, alors, sur le principe, évidemment, je suis favorable à ce genre de choses, puisque ça consiste à ancrer dans Strasbourg tous les symboles de son histoire et de ce que ça représente comme valeur. C'est notre statut de la liberté, quoi, qu'il faut construire. C'est quelque chose de visible et de reconnaissable qui qualifie Strasbourg dans sa fonction. Bon. Enfin, a priori, si c'est le Wacken, c'est une bonne idée, non? De consolider les bases européennes que nous avons déjà. Et donc le quartier européen, là-dessus, les voies et moyens doivent sans doute être étudiés de près, avec les investissements qui sont nécessaires, et si possible avec des participations privées dans ces investissements. Moi je pense que nous avons... J'ai défini ma position sur les questions européennes en résumant, en disant il faut qu'on arrête d'être sur la défensive, il faut qu'on soit dans l'offensive. Nous avons à faire des propositions, nous avons à demander des choses. Nous ne sommes pas juste là pour être une chambre d'enregistrement des reculades des uns et des autres. C'est pas comme ça qu'on corrigera la situation européenne à Strasbourg. C'est en reprenant au contraire le flambeau sur des nouveaux thèmes, des nouvelles possibilités institutionnelles. Et pour moi, il y a des opportunités aujourd'hui qui sont très importantes. Il y a le secrétariat de la défense européenne qui est imaginable à Strasbourg. Je ne voudrais pas être pour un Eurodome ou un parlementarium sans être d'abord pour le secrétariat de l'Eurogroupe ou pour le secrétariat de la défense européenne. Parce que je veux des institutions nouvelles qui renforcent la place de Strasbourg. Le maire qui sera élu fin mars, il faut qu'il prenne tout de suite la tâche de quelques politiques dans les pays importants pour que dans la campagne des élections européennes, Strasbourg ne soit pas galvaudé. Et c'est au maire élu de le faire, de le conduire. Il faut que sur les élections européennes, nous soyons soutenus par le gouvernement français. Il faut que le gouvernement, le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Affaires européennes donnent des instructions aux ambassades pour que toute dérive anti-Strasbourg soit vivement critiquée et qu'on lui réponde. S'imaginer
que si on ne dit rien, ils vont s'arrêter de taper, c'est une absurdité. Il faut au contraire répondre, et répondre jusqu'à ce que la vérité soit installée dans la tête de ceux qui vous tapent dessus. La stratégie qu'on a prise ces dernières années, consistant à se laisser malmener dans ce domaine et à ne pas répondre, à ne pas être dans l'offensive, était une mauvaise stratégie. Le nombre de gens, d'amis parisiens, de ministres, qui m'ont expliqué que de toute façon ça ne durera pas, qui m'ont dit « acceptez donc de négocier ». Cher ami, vous savez, une bonne négociation vaut mieux qu'une perte en race campagne. Une bonne négociation, ça consiste par refuser complètement de négocier. Ceux qui voudraient nous faire un campus européen se foutent de nous. Qu'est-ce qui fait la qualité de l'université de Strasbourg? C'est son histoire, c'est les personnels qui sont aujourd'hui dans leurs labos. Donc on ne crée pas un campus européen. On peut créer un IUT, mais on ne crée pas un campus avec des prix Nobel. On ne crée pas un MIT en mettant de l'argent. Et puis comme on met de l'argent aujourd'hui, on vous promet de l'argent, et puis finalement il n'arrive jamais. Quand on voit ce que c'est le plan campus c'est des promesses, mais il n'y a rien derrière. Le seul truc du plan campus qui avance, c'est le conseil régional qui paye. Je suis persuadé que Strasbourg a des valeurs à défendre et un symbole à représenter. Pour moi, la seule façon d'être efficace dans ce domaine, c'est d'être dans l'offensive et de ne pas se laisser faire, de répondre coup par coup. Ce qu'on ne fait pas. Lorsqu'il y a eu les élections présidentielles avec Joseph Daul, j'ai fait une lettre au candidat Hollande. J'ai dit, si vous êtes élu président, promettez-nous de faire les sommets franco-allemands à Strasbourg, 1 sur 2. Promettez-nous de faire une institution nationale chargée du lobbying pour Strasbourg. On ne voulait pas un truc à Strasbourg, on voulait un truc national qui défende Strasbourg. Et promettez-nous de nouvelles institutions européennes à Strasbourg. Bon, évidemment, il n'y a rien de tout ça, mais il est venu avec l'idée qu'il fallait une task force. Et la task force, la ville a décidé qu'il fallait la doter de 50 000 €. Alors l'Eurométropole n'a d'européen que le nom, c'est-à-dire l'Eurométropole, c'est une métropole française qui est suffisamment grande pour être visible à l'échelon européen. Elle n'a pas de fonction européenne particulière, parce que l'Eurométropole de Lyon ou l'Eurométropole de Lille s'appelle aussi Eurométropole, et ça n'est pas pour autant que la responsabilité européenne de Strasbourg, il y a quelque chose à voir. La première fois que j'ai rencontré un président d'Eurométropole, c'était Pierre Mauroy à Lille en 2004 ou 2005. J'allais inaugurer quelque chose et j'ai passé une demi-heure en tête-à-tête avec Pierre Mauroy, on attendait. Et alors il me raconte, il me dit, moi je suis le président de l'Eurométropole. Je lui dis, c'est quoi? Enfin, en 2004 ça n'existait pas. Il me dit, mais c'est 1 million d'habitants, 800 000 côté français, 200 000 côté belge. Et alors, ben, je suis le patron, c'est moi qui leur dis ce qu'il faut faire et ils le font. Je dis, c'est formidable. C'est effectivement ce dont on a besoin. Et je lui dis, vous avez des structures pour ça, enfin une organisation, une institution? Non, non, c'est trop compliqué. Je réunis des gars et puis on travaille ensemble et puis ensuite on fixe la direction et puis c'est comme ça que ça marche. C'est ça l'Eurométropole qui marche. Hein, si une Eurométropole s'est fait pour piquer un petit peu de compétences au Conseil général, piquer un peu de compétences aux communes pour les donner au président de la CUS pour qu'il puisse décider en connaissance de cause sur l'ensemble des sujets, encore faut-il qu'il se décide et qu'il décide bien. Or, si c'est pour avoir des guerres de tranchées entre les services, entre les communes et entre les différents intérêts, ça ne sert à rien. Ça sert si on sait où on va. Et donc une Eurométropole, c'est... Moi j'aime bien les méthodes de Pierre Mauroy. Pierre Mauroy, finalement, c'était un visionnaire et un patron. Aujourd'hui, on n'a pas l'équivalent à Strasbourg. Hein, on n'a pas le personnage qui va à la fois influer sur Strasbourg et qui va influer sur les communes de la CUS autour. Hein, on a des personnages qui sont sur Strasbourg importants, mais qui ont réussi à se mettre à dos le reste de la CUS, ou enfin qui n'a pas travaillé convenablement. Strasbourg n'est pas toujours perçu comme travaillant dans l'intérêt général. D'ailleurs, Strasbourg est à la traîne de l'économie du département, hein, et plus mauvais qu'ailleurs, alors que dans les autres villes de France, c'est le contraire.
c'est la ville qui tire, c'est Bordeaux qui tire sa région. À Bordeaux, par exemple, il y a un truc extraordinaire. D'abord, il marche mieux que Strasbourg à cause des emplois, à cause dans les secteurs en croissance, tout ça, ça marche mieux. Mais il y a un truc extraordinaire, ils ont un plan à 2030 sur la communauté urbaine de Bordeaux. Bordeaux, c'est grand comme Strasbourg, hein, pareil. Et la communauté urbaine de Bordeaux, c'est 950 000 habitants. Et ils ont un plan à 2030 où ils font 1 million d'habitants et où ils ont décidé où passeraient les tramways, où seraient construits les logements, où seraient construits les zones d'activité, quelles seraient les nouvelles. Et donc moi, je revendique une eurométropole, qui sache où on va et qui arrive à le faire partager la majorité opposition. Et transfrontalière, et transfrontalière ensuite. Ouais. C'est-à-dire aujourd'hui, quand je dis avec l'Eurodistrict qu'il faut faire de la planification en commun, c'est ça ce que ça veut dire. Et par exemple, quand on parle de la gare basse, il faut le décider aujourd'hui pour que ça fonctionne en 2025. Il faut bien se rendre compte que les décisions de ce type sont lourdes à mettre en œuvre. Donc aujourd'hui, il y a des choses à décider pour qu'en 2025, elles se passent bien. C'est-à-dire qu'il faut des visions. Il faut des visions qui permettent de décider aujourd'hui certaines choses. Après, on les mettra en œuvre le mieux possible, c'est sûr. Ce que vous avez dit sur les eurodomes, il faut avoir une vision. Bien pour moi, une eurométropole, c'est utile si ça sait faire ça, si c'est dirigé par quelqu'un de visionnaire, qui sait faire partager son enthousiasme à la majorité et à l'opposition. Un petit mot tout de même sur l'université de Strasbourg. Sur l'université, une chance énorme pour la région, pour la ville, et c'est dommage que l'on n'y fasse pas, qu'on n'arrive pas à débloquer les plans campus qui ont été prévus, et c'est dommage qu'on n'y investisse pas. Par exemple, lorsqu'on a décidé, c'est pas l'université mais c'est les écoles d'ingénieurs, lorsqu'on a décidé qu'on formerait 1000 ingénieurs par an en Alsace, on a fait un pari important sur la capacité de l'Alsace et de Strasbourg d'accueillir des étudiants. Au fond, c'est ça. Est-ce que nous sommes attractifs? Moi, je suis président de l'école de management, vous avez compris. On a doublé les effectifs sans baisser le niveau. Et c'est très attractif de venir à Strasbourg pour les étudiants. Il y a des facs où c'est pas un objectif d'augmenter les effectifs. Et les écoles d'ingénieurs, c'est aussi un objectif d'augmenter les effectifs. Et ça s'est fait. Dans les 1000, il y en a peut-être 200 qui viennent d'Alsace. Et dans les 1000 à la sortie, il y en a peut-être 200 ou 100 qui restent en Alsace. Mais ce sont des gens qui deviennent des ambassadeurs d'Alsace, des ambassadeurs de Strasbourg. Et donc ça, c'est une force qu'il faut utiliser, valoriser. Et ça, l'université le fait, mais pas tellement. Le font, l'ADIRA le fait. Enfin, disons, il y a un espèce de consensus institutionnel pour que les choses se passent convenablement comme ça. Ceci dit, l'université est un réservoir de compétences, de savoir. Déjà, il y a 30 ans, on se posait la question de savoir comment on pouvait transférer toutes ces compétences dans les entreprises alsaciennes. Et on s'est rendu compte que c'était très difficile parce qu'il n'y a pas les entreprises en face. Par exemple, dans le domaine de la chimie, on a une compétence mondiale considérable. On avait avec Ourisson, on a avec Lane, on a avec toutes les équipes qui sont... ils ont leur université à eux au sein de l'université. Ils ont leur fondation, enfin ils sont extraordinaires. Mais il n'y a pas d'industrie chimique importante. Il y a Bâle à côté, mais à Strasbourg même, il n'y a pas le pendant industriel de l'activité universitaire. C'est ça qui est dommage. Et d'une façon générale, l'économie alsacienne n'innove pas assez. Et quand vous regardez les chiffres, vous apercevez que ce n'est pas assez. C'est-à-dire qu'on innove en crédit impôt recherche, on est à la moitié de la moyenne nationale en Alsace. Donc c'est dommage parce qu'on a un potentiel universitaire qui pourrait irriguer cette innovation et on l'utilise insuffisamment. Donc là-dessus, il y a un progrès à faire. Le secrétariat de la défense européenne serait à Strasbourg. Voilà un parti respectable. Je pense bien. Et comment vous y prendrez-vous? Ah ben, comment on s'y prendra? On va d'abord essayer de qualifier ce qu'il faut effectivement
mettre à disposition et il faut le chercher dans les